Voilà, bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignez, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Bienvenue dans ce débat online organisé par la FJT Bruxelles en partenariat avec la Fédération des mutualités socialistes du Brabant. Je suis Fabien Meunizer, j'aurai le plaisir de vous accompagner cet après-midi ou cette soirée parce que l'intégralité des débats sera retransmise à 18h sur le site internet de la FJT Bruxelles, le site fêtedutravail.be. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une excellente fête du travail 2021. Alors l'année passée, on avait l'intention de vous accueillir au Mont des Arts puisque la place Roupe n'était pas disponible. Vous savez que c'était les travaux du métro qui ont lieu, je pense, jusqu'en 2022. Donc on a dû se décider, la mort dans l'âme, à annuler notre événement. Cette année, on a très vite senti que ça allait aussi sentir le sapin, si vous me permettez l'expression. Mais donc qu'à cela ne tienne, on est là aujourd'hui, on va passer plusieurs heures ensemble. Pour un débat qui est consacré à l'urgence sociale. Il nous semblait important aujourd'hui de parler de l'urgence sociale dans laquelle nous nous trouvons. Au programme, on aura 5 segments d'une demi-heure chacun. On aura un segment consacré à l'exposition Vive la Commune qui retrace les 150 ans de la Commune de Paris. On aura également un segment genre intitulé Demain, l'égalité, enfin. On aura un segment jeune intitulé Sois jeune et tais-toi. On aura un débat sur l'Oreca avec Christian Bouchard et Alain Blon, qui est consacré à l'Oreca, donc je le rappelle, et qui s'intitule L'Oreca crève la dalle. Et on terminera en conclusion avec une interview croisée d'Estelle Queulemans, secrétaire générale de la FJT Bruxelles, et de Hans Eindels, qui lui est secrétaire général de la Fédération des mutualités socialistes du Brabant. Quelques petites annonces de service, je vous dis, pour vos Nederlands talige camarades, Rissenvertaling op het Zoom-plateforme, vous avez justement quelque chose qui apparaît au bas de votre écran et dans les commentaires. Voilà, alors on fête aujourd'hui la fête du travail, mais c'est aussi un anniversaire important, ce sont les 150 ans de la Commune de Paris. Et on va se retrouver tout de suite pour en parler avec Sixtine Didoual. Voilà, vous êtes prêts, on espère que vous êtes bien installés chez vous. On est ici avec Sixtine Didoual. Sixtine, bonjour. Bonjour. Sixtine, tu es chercheuse, en fait tu fais un doctorat sur le communalisme et accessoirement tu es aussi co-organisatrice de l'exposition Vive la Commune à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Alors peut-être que tu pourrais nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la Commune de Paris, en quelques mots, c'est quoi la Commune? Oui, du coup, il faut quelques mots pour pouvoir en parler. C'est un événement assez complexe. Donc, la Commune de Paris, c'est une révolution ouvrière, démocratique et sociale qui s'est passée en 1871, donc il y a 150 ans. En fait, elle s'inscrit dans la lignée des révolutions qui ont jalonné le 19e siècle en France, donc 1789, 1830, 1848. Et elle se passe dans un contexte d'une France qui est vraiment profondément inégalitaire et très fort réprimée par le Second Empire. Donc, pour détourner un peu le bouillonnement insurrectionnel qu'il y a dans Paris en 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, vraiment pour divertir l'attention par une espèce d'unité nationale. Alors ils pensent qu'ils vont rapidement mener cette guerre et que ça va être facile, et en fait pas du tout, ils enchaînent des astes militaires sur des astes militaires, à tel point que Napoléon III se fait faire prisonnier le 2 septembre 1870. Là, la foule met la pression pour proclamer la déchéance du Second Empire et pour proclamer la République. Donc, on est dans la Troisième République. Pendant ce temps-là, suite à ces manifestations, donc on est dans cette Troisième République, il y aura les Prussiens qui vont faire un siège de Paris qui va être pendant un hiver assez rigoureux. Donc, ça va vraiment être compliqué pour toute une partie de la population parisienne. Beaucoup de personnes vont mourir à cause de la faim, du froid et en même temps des bombes qui pleuvent sur Paris. Pendant ce temps-là, il y a une Assemblée nationale qui est élue. Il faut savoir qu'il y avait 2 tiers de monarchistes. Donc, 2 tiers de monarchistes, ça met quand même vachement en danger la République qui vient d'être proclamée. Et en même temps, pour réprimer toute opposition, on fait fermer les clubs, on fait enfermer les opposants, on fait fermer des journaux. Et le peuple, pourtant, refuse toujours de plier. Alors, suite à l'armistice avec les Prussiens, Adolphe Thiers, qui est le chef du gouvernement, le chef de l'exécutif, décide de reprendre les canons de la population parisienne. Alors ça, c'est le contexte dans lequel on arrive. Le 18 mars,
il monte sur la butte Montmartre avec des soldats, il tente de reprendre ces canons qui ont été payés par souscription populaire par la population, et là la population, c'est vraiment l'humiliation de trop, elle refuse et un général ordonne de tirer sur la foule, ce que les soldats se refusent à faire, il fraternise avec la population, et là c'est le début donc de l'insurrection du 18 mars 1871, le début de la Commune de Paris. Il va donc c'est dans tout Paris, il va y avoir fraternisation entre la foule et les soldats. Il va y avoir des barricades qui se dressent partout, et le gouvernement va prendre peur et se replier sur Versailles pour rejoindre l'Assemblée nationale. À partir de là, donc le comité central de la garde nationale, la milice populaire, va se retrouver au pouvoir à l'hôtel de ville et se retrouve avec le pouvoir de la ville et va annoncer des élections, les élections de la Commune de Paris. Qui auront lieu le 28 mars, et le 28 mars, la Commune est proclamée. C'est vraiment, la Commune, c'est un gouvernement social et populaire, elle prend plein de mesures sociales, elle introduit une interdiction du cumul des mandats, elle introduit un plafond sur les salaires, elle pose les bases d'un enseignement gratuit, laïque et obligatoire, elle proclame la séparation de l'Église et de l'État, elle crée des boucheries municipales subventionnées, elle interdit les amendes et les retenues sur salaire, elle reporte l'échéance des loyers qui étaient dus, elle supprime le travail de nuit des ouvriers boulangers, et aussi très important, elle permet la réquisition des ateliers par la collectivité ouvrière. Alors c'est aussi un moment politique important pour l'action des femmes. Les femmes prennent la parole politique, les femmes se battent sur les barricades et demandent et luttent pour davantage de droits et davantage d'égalité, notamment dans les clubs. Évidemment, face à cette auto-organisation des travailleurs et travailleuses, Versailles ne s'embête pas et prépare la contre-révolution. Et le 21 mai, c'est le début de la semaine sanglante, qui va être une semaine de répression atroce sur laquelle je vais sûrement revenir. Et donc, là, les communards vont se battre sur les barricades. Et voilà, c'est dans le sang que va se finir cette expérience révolutionnaire de personnes qui luttaient simplement pour plus d'égalité et plus de solidarité. Ouais. Alors, au vu des éléments que tu as énoncés ici, on comprend d'ores et déjà que c'est un événement qui est très important dans l'imaginaire de gauche. Près de 150 ans après, vous êtes plusieurs, notamment au sein du collectif Krasny, à avoir monté une expo qui retrace ces événements. L'exposition s'intitule « Vive la Commune ». C'est une expo itinérante, hein. Elle est actuellement visible à l'ULB jusqu'au 16 mai. Est-ce que tu peux nous donner en quelques mots le concept de cette exposition et comment l'idée a germé un peu dans vos esprits? Ouais. Du coup, nous, on voulait profiter du 150e anniversaire de la Commune pour un double but. D'abord, c'était rendre hommage aux communards et communardes qui sont morts pour leurs idées il y a 150 ans, et aussi mettre la lumière sur leurs idéaux et leurs actions qui animent encore aujourd'hui des luttes. Donc, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu à Paris et en France, et on a voulu en fait commémorer ça en Belgique aussi. On pensait que c'était notre devoir de faire ce travail de mémoire. Notamment parce que la Belgique a été une terre d'asile des exilés communards et communardes, et parce que pour les 15 ans de la Commune à Liège, ça a été le début des grandes insurrections ouvrières de 1886, sur lesquelles je vais aussi sûrement revenir. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était préserver cette histoire de la Commune. Et en fait, le concept, c'est qu'on a fait des recherches historiques et géographiques, et on a été sur les traces des lieux qui ont été très importants pendant la Commune. Donc, on a été dans tout Paris. Le photographe de l'exposition qui a aussi mené les recherches historiques, Karim Brixi-Nigassa, donc a pris ces photos de ces lieux. Et puis, on a eu deux dessinateurs, Thibaut Dramet et Manish Cordia, qui ont interprété en fait ces événements donc sur la photo avec des dessins en retraçant ce qui s'est passé. Donc voilà, moi j'ai complété l'expo avec des explications historiques, politiques et sociales. Donc le but en fait, c'est de plonger les gens dans une ambiance communale pour faire découvrir ou peut-être même redécouvrir cette expérience. Et puis aussi, enfin voilà, ça s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent lutter au quotidien pour voilà un monde meilleur, des meilleures conditions de travail, des meilleures conditions de vie, et voilà, et surtout de donner envie aux gens de lutter maintenant encore. Alors, on comprend qu'il y a un gros travail de recherche derrière cette exposition, mais vous vous demandez sûrement, chez vous qui êtes à la maison, qu'est-ce que ça donne en vrai? Cyprien, justement, il est venu réaliser un petit reportage lorsque vous faisiez votre exposition chez Point Culture. Il a rencontré Karim, qui est le photographe de l'exposition, et Thibaut Dramet, qui était dessinateur. Alors, qu'est-ce que ça donne en vrai? On va le regarder dans un reportage qui est réalisé par Cyprien Lepoivre. C'était
Donc là, on est devant le siège de l'Association internationale des travailleurs à la rue de la Corderie à Paris. Dans tout le cadre de ce travail, ce qui était intéressant, des fois problématique, c'est de retrouver les lieux exacts où chargés d'histoire sociale. Évidemment, il y a très peu de traces dans les rues de Paris, beaucoup d'endroits où il a fallu des recherches historiques importantes. Et bon, là, cette image, elle montre juste que on peut passer devant plein de bâtiments qui sont chargés d'une histoire sociale importante. Et donc, par exemple, ce bâtiment qui ressemble à pas grand-chose aujourd'hui dans un quartier parisien était le siège de l'Association internationale des travailleurs, donc la première internationale, et de toute une série de corporations ouvrières, et qui était un siège de vie politique très très important à la période qui précédait la Commune, mais aussi pendant les événements de la Commune de Paris. Il reste peu de contexte, donc c'était difficile à reconstruire. Donc voilà, c'est plus une image à lire qu'une image à voir. Là, on est devant la photo qui parle de l'exécution de Lecomte et Thomas, qui sont deux généraux de l'armée régulière. Ça se passe aux abords de la butte Montmartre. Et donc, tôt le matin, il y a eu une tentative de l'armée régulière de s'emparer des canons de la garde nationale parisienne. Et le général Lecomte ordonne de tirer sur la foule qui s'amasse aux alentours. Et là, tu as fraternisation entre la foule qui se mobilise pour protéger les canons et les soldats de la ligne, donc les soldats de l'armée régulière. Et ça se passe un peu plus loin, sur le côté de la butte Montmartre, pas loin d'un QG de la garde nationale. Et donc cette photo représente, c'est le sort malheureux, mais à lire dans un certain contexte de ces deux généraux qui se feront fusiller par les soldats de l'armée régulière qui se sont en fait rebellés, qui ont tourné leurs fusils contre leurs propres généraux. En fait, c'est le seul crime imputable aux communards. Alors, c'est pas les communards eux-mêmes, parce que la commune n'est pas encore proclamée, c'est dans le cadre de l'insurrection du 18 mars. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, ok, on peut pleurer la mort d'un homme, mais le monde politique réactionnaire et bourgeois les a mis, les a dressés en martyrs, alors que ces deux mêmes personnages étaient prêts à liquider des dizaines et des dizaines de personnes si l'armée régulière avait tiré sur la foule. Et donc c'est toujours à remettre dans un contexte particulier. Voilà. Puis sur la photo, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup discuté avec Thibaut. Il y a des gravures d'époque. Je laisse peut-être expliquer ça. Il y a des gravures qui sont fausses, ce qui est amusant. Après, c'est des gravures, c'est pas une photo. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gravures représentent les deux personnages se faire fusiller en même temps. Et c'est seulement après que le dessin était terminé d'ailleurs, on s'est rendu compte que, d'après lecture, que ces gravures représentaient une version modifiée et qu'en fait ils s'étaient fait fusiller les uns après les autres. Et donc il a fallu déplacer et réhabiller un des deux personnages qui en plus n'était pas censé avoir été arrêté dans son costume de général. Ici, on est devant le Quai d'Orsay. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est le siège du ministère des Affaires étrangères. Bon, à l'époque, c'était Thiers, donc Adolphe Thiers, qui est le président du Conseil à l'époque de la Commune, de la proclamation de la Commune, avait son siège. Et donc, suite à l'insurrection du 18 mars, en fait, les officiels, le gouvernement officiel panique et se retrouve dans un Paris qui, de facto, voit ériger des centaines de barricades, fraternisation partout dans la ville, etc. Et donc, du coup, en milieu d'après-midi, je pense, Thiers ordonne à l'administration et à son gouvernement de se retirer sur Versailles, qui symboliquement avait une certaine signification pour la population parisienne, étant la ville des rois, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que Thiers, qui se retrouve en fait avec un seul bataillon de l'armée régulière qui lui reste fidèle, il l'affecte à sa garde personnelle autour du Quai d'Orsay et escorté et protégé par ses hommes, il s'enfuit vers Versailles en fin de journée. Et bon, du coup, là-dessus, on a beaucoup rigolé parce que dans les récits de l'époque, ils expliquent qu'ils s'enfuient par une porte dérobée du Quai d'Orsay. On a essayé, évidemment, on n'est pas sûr que c'est cette porte-là de laquelle il est sorti, mais on a remis ça en scène et Thibaut a dessiné Thiers dans une position que je trouve assez rigolote. Voilà, je sais pas si...
Non, je peux juste dire que, effectivement, vu que lâcheté était un peu caricaturale, je suis parti d'un dessin de Tex Avery pour le faire. Alors il n'est pas très naturel, mais on s'en fout parce que voilà, c'est tout ce qu'il mérite. Cette photo représente une anecdote assez atroce. Donc c'est ce qui s'est passé pour Flourens, qui est un militant révolutionnaire assez connu en France à l'époque. La colonne est en déroute, comme la plupart des autres colonnes fédérées, et lui refuse en fait de battre retraite. Il se retrouve sur un quai de la Seine, quoi. Et avec son ami Cipriani, qui est un autre militant italien, il décide de rentrer dans une auberge, de prendre une chambre et de s'installer, alors qu'on a les forces versaillaises qui marchent sur lui. Et en fait, très rapidement, il est dénoncé, et t'as un cavalier de gendarmerie et sa troupe qui arrivent, qui le font descendre, qui tabassent Cipriani qui essaie de se défendre. Et Flourens se fait exécuter à coups de sabre en pleine tête. Mais ce qui est assez interpellant dans l'anecdote en elle-même, c'est qu'en fait, limite, on a l'impression qu'il a choisi d'aller à la mort et de se dire bon, moi je rentre pas à Paris suite à cette défaite. Voilà. Thiers et le gouvernement font enfermer Blanqui, font arrêter et enfermer Blanqui la veille de l'insurrection, en fait le 17 mars. Blanqui, qui est un révolutionnaire français très connu à l'époque et qui a d'ailleurs passé les 2 tiers de sa vie en prison pour ses idées et ses actions. Et donc ils font réouvrir le fort du Taureau, qui était une prison qui était fermée, juste pour enfermer Blanqui et le tenir comme ça pendant plusieurs mois sous la garde de 20 personnes, 20 militaires, quoi. Et ce qui est aussi assez interpellant, c'est que les communards essayent par différentes manières de faire libérer Blanqui, ce que le gouvernement refusera. Et je pense que la dernière proposition, c'était d'échanger Blanqui contre 80 otages qu'avaient pris les communards. Et même à ce prix-là, le gouvernement a refusé systématiquement sa libération, de peur, dans les mots de certains, de donner un chef ou un représentant avec une certaine expérience à la Commune de Paris. Je viens de parler rapidement de cette photo-là et de ce dessin, qui est un dessin de Manu aussi, qui représente les derniers combats au Père-Lachaise. Donc après une semaine d'affrontements assez brutaux dans toute la ville et de tentatives de protéger les quartiers parisiens, les derniers fédérés se retrouvent acculés dans le cimetière du Père-Lachaise, où se mèneront parmi les derniers affrontements de cette semaine sanglante. Et là par contre ça a été assez intéressant parce que comme pour la plupart des photos, on avait des sources historiques, des récits où on avait des bouts d'adresses, etc. Et pour celle-là, il y a une gravure qui représente ces affrontements, ces derniers affrontements dans le Père-Lachaise qui se sont finis quasi à l'arme blanche, au corps à corps. Et la gravure d'époque représente assez précisément cette scène-là. En fait, en gros, nous, on a reproduit plutôt, Manu a reproduit les éléments de la gravure d'époque, qui est une des photos, des illustrations, pardon, que beaucoup de gens ont déjà pu voir sur ces affrontements de la fin de la semaine sanglante. Du coup là on est devant le bâtiment rue Mira 80 à Paris, qui est un bâtiment qui existe toujours et dans lequel, comme des centaines et des milliers de personnes, Eugène Pottier s'est caché. Eugène Pottier, c'est un communard. Et pendant son temps dans ce bâtiment caché dans le grenier, il écrira les paroles de l'Internationale, chant bien connu du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste international. Et donc, alors qu'on vient de vivre une des répressions les plus brutales du mouvement ouvrier en France, voire en Europe à l'époque, il trouve l'énergie d'écrire un chant qui appelle à la lutte, à la continuation de la lutte, ce que je trouve particulièrement assez beau et assez interpellant. Et du coup, la petite anecdote aussi, c'est que nous, on connaît l'Internationale
avec une certaine musique. Potier, lui, a écrit ses textes sur la musique de la Marseillaise. Et donc Potier n'entendra jamais l'Internationale telle que nous, on la connaît aujourd'hui. Et ce sera d'ailleurs un militant belge, un militant ouvrier belge, Pierre de Gater, qui le mettra en musique bien plus tard. Je rajoutais que pour le gag, ce qui est amusant, c'est que pour représenter des caricatures, Karim ou Sixtine me fournissaient un peu de matériel image, et donc Karim m'avait envoyé l'image me disant c'est Potier, c'est lui que tu peux mettre sur ton dessin. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un doute, donc je l'ai cherché en fait, il s'agissait de Gater, et ça aurait été rigolo d'ailleurs d'avoir cette erreur dans le truc. Après il y a un autre gag aussi, c'est que normalement ça n'a pas lieu d'être, mais le Versaillais qui passe là, en sifflotant, sifflote l'Internationale. Du passé, faisons table rase sous l'esclave. Bien voilà, on est de retour ici en plateau avec Sixtine. Sixtine Didwalt, je le rappelle, est chercheuse en communalisme. Est-ce que tu peux nous dire juste en 2 mots le communalisme, ce que c'est? Parce que je pense que ça intéresse certainement les gens qui nous regardent chez eux. Oui, alors il y a différents. Le communalisme, ça vient de la Commune de Paris. En fait, c'est un mode d'exercice du pouvoir en démocratie directe au travers d'assemblées populaires au niveau local, donc en prenant la commune et pas l'État-nation, communauté politique de base. Voilà, en très bref. Ben, voilà, si vous nous rejoignez en cours de retransmission, vous êtes bien sur le débat online consacré à l'urgence sociale organisé par la FGT de Bruxelles et la Fédération des mutualités socialistes du Brabant. N'hésitez pas à liker ou à partager dans les commentaires si vous aimez, ça permettra peut-être à d'autres gens de nous rejoindre. Ben, on est ici avec Sixtine, on va profiter ici de ta présence pour analyser 4 œuvres qui sont présentes dans l'exposition et tenter d'en apprendre un peu plus sur la commune et les événements marquants de la commune de Paris. Alors, la première œuvre, normalement, vous allez la voir apparaître sur votre écran, c'est la proclamation de la commune. Alors, Sixtine, est-ce que tu peux nous donner des éléments de contexte par rapport à ça? Donc, du coup, un peu de contexte, comme je le disais tout à l'heure, le 18 mars, c'est le soir de l'insurrection. Le comité central de la Garde nationale, qui est une milice populaire, se retrouve à l'hôtel de ville avec le pouvoir et décide d'organiser les élections de la commune de Paris. Ces élections auront lieu le 26 mars et le 28 mars, le résultat des élections est proclamé et surtout on proclame la commune. Et cette scène représente en fait la proclamation de la commune. Donc on voit, il y a une énorme foule, il y avait 200 000 personnes devant l'hôtel de ville, une foule en liesse, des gens qui crient vive la commune avec des drapeaux rouges. Il y a les élus qui passent devant, il y a des gardes nationaux qui défilent, donc c'est vraiment un grand moment de joie populaire. Ces élections, en fait, c'est le début de la rupture entre Paris et Versailles, donc le gouvernement officiel replié à Versailles. Et donc, en fait, le taux de participation aux élections de la commune a été assez important, plus élevé que d'habitude. Donc, plus de la moitié des hommes ont été votés, vu que c'était les hommes à l'époque. Surtout si on prend en compte le fait qu'il y a énormément de gens qui sont partis avec le siège de la Prusse, avec la commune. Contexte guerrier, hein, oui, ouais. Et surtout avec la consigne d'Adolphe Thiers en fait de ne pas aller voter. Et on voit en fait que ce taux de participation est énorme dans les arrondissements les plus populaires. Donc c'est là que la commune a le plus de succès. Alors les élus, il y en a plus ou moins 90, sans compter les démissions des républicains un peu plus bourgeois et plus légalistes. Et il y a une énorme diversité professionnelle. Alors, il y a une trentaine d'ouvriers, excusez-moi. Une trentaine d'ouvriers, donc sur 90, une quinzaine de gardes nationaux, mais aussi des petits boutiquiers, des commerçants, des employés, puis des instituteurs, des artistes, des avocats, des ingénieurs, des journalistes, etc. Alors, en plus d'être à la tête de leur arrondissement, les élus donc, siégeaient au conseil de la commune, qui avait lieu 1 voire 2 fois par jour. Donc, ça montre vraiment à quel point il y avait de l'énergie, il y avait de l'engagement pour pouvoir mettre en place une politique sociale radicalement différente. Dans les élus, il y a Eugène Varlin, il y a Benoît Malon, il y a Jules Vallès, il y a Jean-Baptiste Clément, Charles de Lescluze, Édouard Vaillant, ou encore le Hongrois Léo Frankel, qui était aussi membre de l'Association internationale des travailleurs, créée en 1864, la première internationale. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que pour l'élection de ce dernier, donc Léo Frankel, qui était hongrois, la commission des élections a tranché en demandant en fait si la citoyenneté était ouverte ou pas aux étrangers. Et elle dit effectivement, je cite, « La commune de Paris ouvre la citoyenneté aux étrangers, considérant que le drapeau de la commune est celui de la République universelle,
considérant que toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent. Donc c'est un principe qu'on ferait bien d'appliquer pour le moment, surtout pour les politiques par rapport aux personnes sans papier. On voit que là, la citoyenneté n'était pas du tout basée sur l'État-nation et les frontières qui y sont liées, mais vraiment sur une notion d'appartenance politique. C'est déjà une notion fondatrice en fait de la commune dans tout ça. On va peut-être passer à la deuxième œuvre, où le visuel va s'afficher sur votre écran à l'instant. C'est un visuel qui représente le club des prolétaires. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que le club des prolétaires? Qu'est-ce qu'un club? Alors donc oui, effectivement, c'est le club des prolétaires dans l'église Saint-Ambroise. Alors les clubs, c'était des grandes assemblées populaires où les personnes se rejoignaient pour discuter de sujets politiques, de sujets sociaux. Et donc en fait, la commune, on dit souvent que c'est une grande expérience de démocratie directe, et c'est notamment grâce à ces clubs en fait. Donc la démocratie directe, c'est pas tellement celle qui était pratiquée par les élus, les représentants à l'hôtel de ville, mais c'était surtout celle qui était pratiquée dans les multiples assemblées, comme les clubs, mais aussi comme les comités d'arrondissement, comme les sections de l'international, donc l'association internationale des travailleurs, les sections de la garde nationale et les chambres syndicales qui étaient les précurseuses des organisations syndicales. Et donc, ce qui différencie en fait la commune des autres gouvernements représentatifs, c'est vraiment le fait que le peuple était constamment présent aux affaires publiques, demandait des comptes et prenait position dans tous ces espaces pour discuter et débattre sur ces affaires. Et en fait, les clubs sont apparus, donc c'est une vieille tradition qui est apparue en 1789 et puis qui a été ressuscitée à la Révolution de 1848 et qui sont renés en quelque sorte en 1870, donc à la chute du Second Empire. Et en fait, c'était des lieux, où dès 17h, en fait, le clergé était gentiment congédié, parce que c'était dans les églises. En fait, ils s'occupaient des églises et ils regroupaient des centaines, voire des milliers de personnes pour débattre de tous ces sujets. Et donc, en fait, on appelait ça des théâtres, des salons du peuple, où le peuple, en fait, s'auto-éduquait et pratiquait l'enseignement du peuple et par le peuple. Donc, des lieux de débat, des lieux de décision, des lieux de réunion. Ils remettaient en question les décisions des élus. Parfois, ils faisaient venir leurs élus devant eux. Et en fait, les élus étaient considérés comme des simples commis révocables. Ils demandaient davantage de radicalité de la part de la commune. Ils adoptaient des résolutions en exigeant des choses de la part de la commune. Donc, c'était vraiment une intervention constante en fait du peuple dans les affaires politiques. Et c'était aussi un lieu très important de l'expression politique des femmes. Par exemple, le Club des prolétaires, donc on a vu là, il y a eu des séances où les femmes étaient à 3000 participantes sur 4000 au total, donc 3/4, quoi. Et il y avait beaucoup d'oratrices en fait dans ces clubs, notamment Paul Minck ou André Léo, qui était aussi membre et militante de l'Association internationale des travailleurs, et elle demandait davantage de droits pour les femmes. Par exemple, dans le Club des libres penseurs, il y a une résolution en faveur de l'affranchissement de la femme et du droit au divorce, qui était totalement révolutionnaire à l'époque, qui a été votée. Oui, on aura justement, après un débat consacré au genre, on voit que c'est un moment fondateur pour la place des femmes. On va passer peut-être au troisième visuel qui retrace les exécutions au jardin du Luxembourg. Sixtine. Ouais. Du coup, donc là, j'expliquais, les communards, ils réinventent la démocratie, ils réinventent le travail aussi, ils réinventent l'éducation. Et pendant ce temps-là, Versailles, donc c'est-à-dire le gouvernement replié à Versailles, a préparé la contre-révolution. Donc, ils rentrent le 21 mai dans Paris, donc plus ou moins 2 mois après le début de la Commune. Ils reconquièrent Paris quartier par quartier. Ils sont 130 000 hommes qui ont été vraiment, leur solde a été doublé. Ils ont été nourris avec de la presse anticommunarde des réactionnaires à Versailles. Et en fait, ils font vraiment, mais pas de quartier. Donc, même s'il y a de la résistance de la part des communards et des communardes sur les barricades, ils progressent en Paris, ils fusillent sommairement les combattants, les combattantes, les blessés, leurs soignants. Ouais, c'est vraiment un bain de sang. C'est un bain de sang et en fait, ça s'appelle la semaine sanglante. Donc voilà, ça a duré 1 semaine, cette récupération en quelque sorte de Paris par Versailles. Et donc les places publiques de Paris, comme on le voyait sur la photo, se transforment vraiment en charnier, quoi. Donc le jardin du Luxembourg, le square de la Tour Saint-Jacques, la caserne Lobau, la prison de Mazas, de la Roquette, l'école militaire deviennent des cours martiales et des tribunaux sauvages. Où en fait on est vraiment les communards et les communardes, ou même les personnes qui n'étaient pas communards et communardes, en fait se font fusiller à la chaîne au moindre soupçon et sont les corps sont soit empilés, soit enterrés sur place dans des grands charniers, parfois encore vivants, et ça va faire en fait 20 à 30 000 morts. Donc c'est vraiment une répression énorme. Et alors à la fin de la semaine sanglante,
Adolphe Thiers, le chef de l'exécutif, a cette phrase vraiment qui reflète bien l'état d'esprit du gouvernement, c'est que le sol de Paris est jonché de cadavres, cela leur servira de leçon et la société pourra s'établir sur ses bases. Donc ça montre vraiment à quel point la férocité de la répression montre à quel point la classe dirigeante avait en horreur le fait que les travailleurs et les travailleuses prennent en sort leurs propres mains et essaient d'améliorer leurs conditions de vie et qu'elle était prête au pire massacre en fait pour réprimer ça et puis surtout nous passer l'envie de se battre pour des meilleures conditions. J'ai une petite question. Vous avez vagabondé dans plusieurs endroits de Paris, des endroits marquants de la Commune de Paris. Est-ce que cette histoire-là, elle est commémorée dans les endroits? Est-ce qu'on en parle dans certains endroits de ce qui s'est passé réellement? Alors, il y a très peu. Donc, quand on se balade là, on se rend compte à quel point il y a très très peu de marques officielles. Les quelques marques sont à l'initiative souvent de l'association les Amis de la Commune, qui a été créée en 1882, donc par d'anciens communards et communardes. Il y a vraiment très très peu de commémorations. Les commémorations officielles, c'est principalement pour l'exécution des otages, par exemple par la Commune, ou l'exécution du général Lecomte qu'on a vu dans le reportage. Ironiquement, celle-là, celle qu'on vient de voir, donc l'exécution Jardin du Luxembourg, c'est la seule qui a une petite plaque dessus, qui a été posée à l'initiative du Sénat en 2000 et des. Et donc voilà, donc ça c'est une toute petite plaque qu'on peut retrouver dans les Jardins du Luxembourg. Puis il y a le mur des Fédérés aussi, et ça c'est un haut lieu de commémoration. Donc le mur des Fédérés, c'était à la fin de la semaine sanglante, les fédérés, donc les gardes nationaux, se repliaient dans le cimetière. Il y a eu un combat qui a duré toute la nuit avec des impacts de balles encore visibles dans les tombes. Et 147 fédérés se sont fait aligner sur le mur et se sont fait exécuter. Et ce mur-là est un haut lieu en fait de commémoration du mouvement ouvrier depuis 1880. Donc vraiment chaque année, il y a une montée au mur. En 1936, donc au moment des grandes grèves ouvrières qui ont mené au congé payé, c'était un défilé de 600 000 personnes pendant 9 heures devant le mur des Fédérés. Donc ça reste encore très très présent dans les esprits. Il y aura d'ailleurs une montée au mur cette année aussi pour les 150 ans. On voit les événements de la Commune de Paris vont avoir des répercussions dans toute l'Europe. On va le voir ici avec le prochain visuel qui est réalisé à l'occasion des 15 ans de la Commune. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Du coup, donc ça, c'est une manifestation qui a eu lieu à Liège pour les 15 ans, l'anniversaire des 15 ans de la Commune de Paris. Donc, le groupe anarchiste de Liège colle dans toute la ville des affiches qui appellent à un meeting public pour les 15 ans de la Commune de Paris le 18 mars 1886. Et en fait, contre toute attente, il y a des milliers de travailleurs et travailleuses qui se retrouvent à ce meeting. Et avant et après le meeting, il y a des manifestations, notamment dans les quartiers bourgeois qui finissent par quelques boutiques pillées. On crie, donc pendant ce meeting public qui est vraiment plein à craquer, on crie « Vive la Commune », il y a des drapeaux rouges en référence à la Commune. Et en fait, ça va être le début des grandes insurrections ouvrières de 1886. Donc le lendemain, en fait, l'insurrection se répand dans d'autres endroits de Wallonie, notamment à Serein, à Herstal. Et le 27 mars, donc une bonne semaine après, il y a vraiment des milliers de réservistes qui vont être appelés pour pouvoir gérer cette insurrection ouvrière. Donc il faut savoir qu'à l'époque, on avait fait baisser encore les salaires, donc il y avait vraiment une grande colère sociale qui bouillonnait. Et ces réservistes étaient d'ailleurs sous la houlette du général Alfred van der Smissen. Apparemment, le seul lien serait idéologique, on n'en a pas entendu d'autres. Et donc, le 27 mars, il y a environ 700 grévistes avec des drapeaux rouges qui arrivent dans le village de Roux. Et à Roux, la troupe des 3e chasseurs va alors tirer dessus sans sommation. Il y aura 14 morts. C'est le massacre de Roux qu'on commémore encore. Là, ces grèves vont rapidement s'estomper. Il y aura une grosse répression. La justice va beaucoup condamner. Mais ça va quand même. Ces grèves insurrectionnelles vont mener la bourgeoisie belge aux premières concessions, et donc ce sera l'instauration des premières lois sociales en 1886. Ouais, donc ça a une influence jusqu'en Belgique. Mais moi, j'ai envie de te poser une question, Sixtine, c'est que on est aujourd'hui près de 150 ans après les événements de la Commune. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que ça garde une place si particulière dans l'imaginaire de gauche, ces événements-là.
Mais donc, effectivement, la commune, ça a duré que 72 jours, c'est vraiment voilà, 2 mois et demi. Mais il y a eu des échos énormes de cette révolution à travers l'histoire. Ça a inspiré la gauche pendant tout le XXe siècle. Et encore aujourd'hui, les mouvements sociaux qui aspirent à une démocratie populaire, à une démocratie radicale et à l'auto-organisation des travailleurs et travailleuses. Et pourquoi? En fait, parce que dans le contexte de l'époque, c'est vraiment la seule expérience où les travailleurs ont pris le pouvoir, se sont auto-organisés, ont pris leur sort en main en quelque sorte, et ont proposé une manière différente de gérer la société. C'est aussi des mesures qui étaient extrêmement radicales à l'époque, qui permettaient d'améliorer les conditions de vie, des mesures qui étaient prises nulle part ailleurs et qui étaient un énorme pas social, et en fait qui vont être adoptées des décennies plus tard, et certaines d'entre elles n'ont d'ailleurs jamais été adoptées. Puis aussi, c'était un moment d'une dynamique démocratique qui était vraiment supérieure à celle qu'on a maintenant. Donc, on avait une implication des travailleurs et des travailleuses dans les prises de décision. On avait une implication constante du peuple. C'était vraiment un moment de haute implication démocratique. Et donc, pour toutes ces raisons, la commune, ça a été et c'est toujours une référence. Et face à la crise du capitalisme qu'on peut voir aujourd'hui, la commune va rester une référence. Et en fait, surtout, c'est une confirmation qu'il y a moyen d'organiser, la société différemment et d'améliorer les conditions de vie et les conditions de travail de toutes et tous. Ouais, merci Sixtine en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui pour expliquer ce qu'est la Commune de Paris et l'exposition Vive la Commune, qui est une exposition itinérante, il faut le rappeler. Donc pour le moment, elle est visible à l'ULB jusqu'au 16 mai, hein, c'est bien cela. Et quel est le programme ensuite dans les prochains mois? Mais du coup, donc l'ULB jusqu'au 16 mai en haut de l'avenue Paul-Léger. On va aussi aller à Herstal. Normalement, ce sera en juin, donc ça c'est en fonction des conditions sanitaires. On sera au DK à Saint-Gilles du 18 juin au 27 juin, et là il y aura plein d'activités, des conférences sur la commune, des pièces de théâtre, chorales, banquets, etc. On sera aussi en France cet été. Mais en tout cas, je vous conseille de suivre la page Krasny du collectif Krasny sur Facebook, donc KRASNYI sur Facebook. Et là, en fait, on partage toutes les infos sur la commune. Donc voilà. Ouais, le DK, on le rappellera, c'est le local des acteurs et actrices des temps présents, qui est situé rue du Danemark 70B à Saint-Gilles. Merci Sixtine.